Les nouvelles aventures d'Under the Pole, on vous en parle ce soir. Les plongeurs Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou, qui sont des océans à bord de leur capsule sous-marine, ont été en Polynésie cette fois-ci. Bonsoir Guylain Bardou. Oui, Soyez le bonsoir. bienvenu sur TV5 Monde. Avec nous également ce soir, Laetitia Edouin, bienvenue également. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste des coraux et vous avez travaillé pendant 1 an et demi avec Guylain et Emmanuel. Guylain Bardou, de mi-septembre, donc en tout cas pendant, on va dire un peu plus d'1 an, vous avez travaillé notamment sur la Polynésie française. Vous êtes descendu très très profondément au large de Moorea. Qu'avez-vous vu? Alors, c'était deux programmes qui se sont succédés. Le premier, donc, qu'on a mené avec Laetitia Edouin, chercheuse CNRS du CRIOB. C'était une quête sur les coraux profonds, de la surface, mais en particulier au-delà de 30 mètres et jusqu'à 120 mètres couramment. Et effectivement, on est descendu plus profond pour ramener les coraux de leur limite la plus basse, qui était inconnue et qu'on a trouvé à 172 mètres. Je repose ma question, mais que voyez-vous? C'est fascinant parce que vous êtes comme dans une, dites-vous vous-même, une tente en fait sous-marine, quoi. C'est spectaculaire. Vous voyez la flore, la faune aussi sous-marine. On s'intéresse aux coraux, mais effectivement, on est plongé dans un univers qui est spectaculaire. C'est un monde de bleu, et un bleu qui tend vers le noir quand on descend et quand on se tourne vers le bas. C'est un monde qui est sauvage, parce que en même temps qu'on le scrute à la recherche de ces coraux qu'on échantillonne, on est aussi dans un monde avec des poissons, avec des requins, avec un monde sauvage On voit les images, hein. qui est magnifique, qui est grandiose et qui est très inspirant. Et sur ce deuxième projet capsule qu'on voit en ce moment à l'image, l'idée c'était d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de repousser la limite du temps pour pouvoir observer en continu l'océan et ses habitants de l'intérieur. Alors les coraux, alors je précise que vous plongez aussi, peut-être pas aussi profond, dans des telles profondeurs, mais vous plongez aussi, et les coraux vont pas très bien, hein. Alors, c'est vrai que les coraux sont quand même en ce moment très menacés, et notamment par les problèmes de réchauffement climatique. Et on entend beaucoup parler du blanchissement corallien. Ouais. Et le blanchissement, c'est dû à l'élévation anormale de la température de l'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le corail il vit en symbiose avec une algue qui est dans ses tissus. Et cette algue lui apporte à peu près 90% de son énergie. Et donc, quand il fait trop chaud, il va expulser cette algue. Et du coup, le corail se retrouve sans apport énergétique. Donc, en quelque sorte, il est affamé. Ouais. Et au bout d'un certain moment, il va mourir. C'est irréversible? Alors non, un corail blanchi n'est pas un corail mort. C'est un petit peu comme nous quand on a de la fièvre. Ouais. Quand on a 38 degrés, on peut rester à 38 degrés, 39 degrés un certain temps. Et au bout d'un certain temps, on va mourir. Le corail, c'est pareil. Il peut rester blanchi quelques jours, quelques semaines. Par contre, si ça dure des mois, c'est là qu'on a des phénomènes de mortalité. Comment avez-vous travaillé? Vous n'êtes pas la seule scientifique à avoir travaillé avec Guylain et Emmanuel Perrier-Bardou. Comment avez-vous travaillé au juste? C'est-à-dire qu'au départ, ils ont monté un appel d'offres où ils proposaient en quelque sorte de mettre leur expertise de plongée profonde pour faire un programme de recherche. Et moi, j'étais avec un consortium de chercheurs, on était une douzaine à peu près, et on cherchait à étudier les coraux profonds. Donc on s'est dit, c'est les gens qu'il nous faut pour nous aider à cette quête des profondeurs. Et du coup, c'est comme ça qu'on a monté le projet qu'on leur a proposé. Ouais. Et on s'est rendu compte au cours de l'expédition, et même aujourd'hui, maintenant qu'elle est finie, que c'était vraiment bénéfique, cette association du monde de la recherche et de ces explorateurs, parce qu'ils nous permettent d'aller, nous, plus loin dans nos observations et dans nos recherches. Ouais. Vous êtes vraiment resté 3 jours enfermés dans cette capsule qui fait, allez, on va dire combien? Elle fait 1,50 m, 3,20 m, c'est ça, 3,20 m de long? C'est ça. Ça doit être physique. C'est un cylindre d'1,50 m de diamètre, et puis en tout, elle fait 3,20 m. On a deux grands dômes aux deux extrémités qui donnent une vision panoramique sur le récif. Ouais. Après, oui, on est resté 3 jours. D'abord une plongée de test de 24 heures, et ensuite, pendant 2 mois, on a enchaîné des séjours de 3 jours, parfois même avec des relais, de façon à avoir une observation continue sur une quinzaine de jours, on a fait. Alors on n'était pas tout seul, hein, il y avait une équipe, et puis en tout, c'est 15 plongeurs qui ont fait des séjours d'observation de 72 heures sous la mer. Alors on va parler maintenant avec vous deux des retombées scientifiques. Emmanuel Perrier-Bardou dit « J'ai l'impression d'avoir plus appris sur le comportement de certains de ces animaux sous-marins lors de ces 3 jours dans la capsule qu'en 15 ans de plongée sous-marine. » Concrètement, quelles sont les retombées scientifiques? Alors moi, je peux vous parler des retombées du programme DeepHop qu'on a mené. C'est vrai que comme on est allé explorer les coraux en dessous de 30 mètres, on a redécouvert
ou plutôt on a découvert vraiment la totalité du récif, parce que nous, on n'avait qu'une image partielle du récif corallien de 0 à 30 mètres, et on ignorait une partie de la biodiversité de ce récif, et notamment grâce aux collectes qu'ils ont fait dans la zone des 40-70 mètres, eh bien, on a notamment 2 nouveaux genres coralliens qu'on ne savait pas qui étaient présents en Polynésie française. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une vision plus réelle, plus complète et plus vraie de ce qu'est un récif corallien quand on le prend entre 0 et 120 mètres. Sur les retombées scientifiques, vous qui depuis des années maintenant explorez les fonds marins. Le modèle qu'on a mis en place sur Deep Hope, cette collaboration avec Laetitia, c'est vraiment le modèle qui nous inspire le plus aujourd'hui. Comme le disait Laetitia, c'est l'idée de la collaboration entre spécialistes, les scientifiques, les plongeurs, des logisticiens. Enfin, c'est beaucoup de monde, hein. C'est des programmes qui rassemblent plusieurs dizaines, mais on est plutôt dans les 60, 70, 80 personnes autour d'un programme comme ça. Et c'est beaucoup d'énergie au service, je pense, moi, d'un sujet qui est important, hein, c'est la préservation des récifs coralliens dont on parle. Et derrière les coraux, c'est toute la diversité animale, végétale, c'est toute la diversité des océans. Hein. Les récifs coralliens abritent 25% de l'ensemble de la diversité des océans. C'est quand même beaucoup. C'est un petit peu comme les forêts tropicales à terre, hein, qui abritent un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Et comme on l'a abordé avec le blanchissement, c'est des milieux qui sont menacés. Et donc c'est important de bien les comprendre pour mettre en place les justes mesures de préservation. Mais vous avez cité, pardonnez-moi de vous couper, les forêts qui, dit-on, comme l'Amazonie, sont le poumon de la planète. Si on devait faire une comparaison, les récifs coralliens, c'est quoi ? En quoi ils sont vitaux pour, au fond, les océans et donc, du coup, pour l'humanité ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des récifs coralliens, il y a plus de 500 millions de personnes qui en dépendent. Parce que les récifs coralliens, c'est une source de nourriture pour ces personnes. Ils apportent de nombreuses retombées touristiques. Donc, du coup, il y a une vraie économie qui se met en place, notamment pour toutes ces populations insulaires. Vous avez aussi toutes les barrières récifales qui protègent. C'est une protection côtière, naturelle. Hein. On n'a pas besoin de construire des digues. Et surtout, les récifs coralliens sont bien plus efficaces dans la protection que ce que nous, on pourrait construire. Et ensuite, on l'ignore un petit peu, mais c'est aussi une vraie pharmacie sous-marine. On découvre des molécules qui permettent de soigner des maladies comme le cancer ou des leucémies à partir d'organismes qui vivent dans les récifs coralliens. Donc les récifs coralliens, au-delà de juste leur beauté et leur biodiversité, ils sont vraiment utiles pour la planète. Et c'est aussi le reflet, en quelque sorte, de l'état de la biodiversité sur la Terre. Et donc, quand les récifs coralliens sont menacés, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est qu'un des écosystèmes de la planète, mais il nous montre que ça va mal, comme d'autres écosystèmes. Voilà. Vous avez cité le tourisme. On imagine que le tourisme de masse peut être aussi nocif, parce que les populations locales ont conscience de cette richesse que vous évoquez. Oui, ils en ont conscience. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'il y a de nombreux modèles qui sont développés sur de l'écotourisme, de la préservation, mais les populations locales sont très conscientes de la beauté, mais aussi de la fragilité des récifs coralliens. Guilain Bardou, prochaine étape ? Alors, prochaine étape, là, on est en train de faire un grand chantier de maintien, de maintenance du Wai à Tahiti. Et puis, dans quelques mois, en fin d'année, on partira pour l'Antarctique. Ce sera la dernière mission de ce grand cycle d'expédition Under the Pole 3. Et ce sera de décembre à peu près février-mars en péninsule antarctique. Et juste pour finir, rappelons que c'est un territoire français. Est-ce que, selon vous, les autorités françaises, est-ce que vous êtes penchés sur la question ? Est-ce qu'ils sont conscients du patrimoine qu'on évoque et aussi du danger qui pèse sur lui ? Oui, je pense, je l'espère en tout cas, mais j'imagine que oui. Après, la problématique du réchauffement climatique et les problématiques associées de perte de diversité, c'est, je pense, un sujet qui est largement évoqué aujourd'hui dans le monde. On entend tous parler tous les jours. Le problème, c'est plus les solutions et le changement à opérer pour arriver à mettre en place une société durable. On cogite tous là-dessus, je pense qu'on en a tous l'envie, mais le défi, il est complexe. Voilà. Mais il est complexe et je pense qu'on peut tous contribuer, en tout cas, à amorcer un changement. Chacun à sa manière, et vous y contribuez. Merci beaucoup, Laetitia Edouin, et merci à vous, Guilain Bardou, d'être venu sur notre plateau.